Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre belle présence. Encore une fois, nous sommes la session numéro 7 de la connaissance de la science du plasma au niveau 1, c'est-à-dire au niveau débutant, hein. Et on va poursuivre donc notre voyage à travers cette magnifique technologie. Et tout d'abord, je vais vous lire la clause de non-responsabilité qui dégage la Cache Fondation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais il ne se substitue pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà. Ce soir, nous allons parler de l'état de plasma dynamique. Et bien sûr, nous allons débuter par les diapositives que vous commencez à connaître maintenant, hein. Pour vous situer un petit peu, on est toujours dans le niveau débutant, niveau 1. On verra, si vous le souhaitez, dans quelques semaines, les autres niveaux, niveau 2, voire niveau 3, hein. Pour rien vous cacher, on a un petit souci, apparemment, Jean-Sébastien vous en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a des soucis avec la playlist des sessions qui sont pas accessibles pour le moment, c'est-à-dire que c'est la session de la semaine dernière n'a pas été intégrée à cette playlist parce qu'il y a des problèmes techniques. Donc, on est en train de regarder ça, c'est Jean-Sébastien qui s'en occupe et on va sûrement trouver une solution, peut-être une autre plateforme, on ne sait pas encore. Pour ceux qui sont encore dans le doute, et j'ai bien compris qu'il y avait des difficultés de compréhension, alors ne paniquez pas avec ça. Il faut absolument faire. On n'est pas à l'école, hein. Il faut vous zappez ça pour le moment, et puis ça viendra petit à petit. Et puis je suis là pour vous aider si vous avez des choses que vous n'intégrez pas. Il faut savoir que, comme le dit Monsieur Kesch, le créateur ne propose pas d'université dans l'univers, et il n'y a pas de diplôme ni d'examen. Donc tout va bien. Et au fur et à mesure, ça va rentrer. Et vous allez peut-être pratiquer, faire des gants, faire des manipulations. Et puis, je suis pas du tout inquiet avec votre capacité à absorber ce que je vous passe pendant ces sessions. Donc là, nous allons vivre ce soir une session qui est quand même assez costaud. Euh, je vous demande simplement bon, vous pouvez me poser des questions, ça c'est évident, hein, mais si vous zappez des trucs, c'est pas très grave. Je vous dirai d'ailleurs pendant cette session les choses qui ne sont pas importantes par rapport à tout le reste, hein. Et donc, il faut quand même que vous le sachiez. Et puis, il y a des personnes peut-être qui sont intéressées dans l'assistance pour justement connaître un petit peu plus. Donc, j'en ai profité pour faire des petits points de détail. Donc là, nous sommes à la session 7. Il y a 8 sessions. Je pense qu'on s'arrêtera à 8 sessions. Je pensais en faire une neuvième, mais je suis pas sûr de pouvoir de la faire. Honnêtement, je suis en train de préparer le futur du plasma et je suis pas sûr d'en faire une neuvième parce que je pense que c'est pas tellement utile.
Donc, je vous rappelle quand même que votre niveau, entre guillemets, débutant, vous n'êtes plus déjà des débutants, vous avez conscience de tout ce qui se passe au niveau de l'univers avec les sciences du plasma, hein. Donc, vous aurez dans la semaine prochaine une vue globale de tout ça. Je compte sur vous d'ailleurs pour me faire des retours et puis justement au niveau des incompréhensions, me dire ce qui vous travaille un petit peu. Et justement, ce travail-là que vous allez faire, ça fait partie du pont de connaissances et des échanges qu'on peut avoir par rapport à des personnes comme moi qui sont un petit peu plus avancées que vous. Et donc, pour que vous puissiez rattraper le petit retard que vous avez, puisque forcément, ça fait que quelques semaines que vous connaissez cette science du plasma. Et puis ensuite, si vous voulez venir vous greffer sur des ganses, des pratiques pour le jardin, je crois que c'est commencé pour pas mal d'entre vous, n'hésitez pas à me contacter. Alors bon, j'ai beaucoup de mails et j'en profite pour dire que je réponds à tout le monde, mais pas forcément dans l'heure, parce que là, je suis un petit peu débordé. Et donc, je me fais des sessions tous les jours pour répondre. Mais je réponds, ne vous affolez pas avec ça, il n'y a pas de problème. Les cours que je vous présente avec donc à la base Alexandre Skoric, que vous avez aperçu tout à l'heure sur une photo, les cours que je vous présente donc sont issus des 3 livres de Monsieur Kesh, hein. Le livre 1 avec qui traite de l'ordre universel de la création des matières. Ensuite, le livre 2 qui est très très intéressant. On va commencer à aborder un petit peu ce sujet, mais juste avec quelques touches pour que vous soyez conscient de ce qui se passe, mais sans aborder complètement le sujet, parce que c'est un petit peu compliqué encore. Il s'agit de la structure de la lumière qui arrive à faire les connexions d'un état à un autre. Vous savez ce que c'est qu'un état maintenant? Et donc, on arrive à faire des connexions grâce à la lumière, parce qu'on verra que cette lumière a au moins 2 caractéristiques vraiment particulières. Ensuite, on a bien sûr le livre 3, qui traite de l'origine de l'univers. Et dans les prochains modules des sessions supérieures, vous verrez que cette origine de l'univers, elle est quand même extraordinaire, puisque il y a à la base des particules qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si on fait un petit point sur la terminologie, eh bien, je pense que si vous aviez un cahier avec tout ça, je pense que ça commence vraiment à s'étoffer, puisqu'on a vu beaucoup de choses à propos de la description de l'énergie. On a vu aussi pas mal de choses à propos des caractéristiques géométriques, puisque ce fameux rapport surface-volume, vous vous souvenez de la petite bille d'hydrogène et puis la grosse boule, on va dire, d'oxygène, tout ça, ce sont les rapports surface-volume avec l'exemple du ballon. Eh bien, une des caractéristiques principales pour arriver à discriminer un petit peu tout ce qui se passe. Ensuite, dans la dynamique du plasma, on a commencé un petit peu avant, puisque on a parlé du principe de la matière, on a parlé des gradients, des acides aminés, bien sûr. Vous avez vu les formations étoiles la semaine dernière. Et puis là, on va approfondir un petit peu plus avec l'état de plasma dynamique. Alors, comme toujours, je fais des petits rappels par rapport à ce qu'on a vu pour vous remettre un petit peu dans le bain, hein, entre guillemets. Donc, par rapport au principe de la matière, on a des composants. Il y a 3 composants. Il y a l'antimatière, il y a la matière noire et la matière qui est une matière non tangible, c'est-à-dire une matière non palpable, qui qui sont les ingrédients pour constituer la matière. La matière au sens petit m, c'est la matière que nous avons autour de nous, hein, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont invisibles à l'œil humain. Dans tous les cas, on a vu aussi que l'antimatière a le niveau énergétique le plus élevé. Je vous rappelle aussi quelque chose que je vous ai dit dès le début, c'est que l'univers a été créé à partir d'une énergie qui est toujours en mouvement, et c'est une énergie donc dynamique. On essaiera j'essaierai de vous informer. Globalement, c'est pas facile à faire sur cette histoire d'énergie dynamique qui a créé l'univers, parce que ce sont des problèmes physiques complexes qui ont été. On a travaillé dessus avec le docteur Gatua pendant des vendredis entiers, et c'est pas facile à entre guillemets vulgariser.
Alors bien sûr, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans la physique classique, on aime bien tout ranger comme il faut, quantifier, calibrer, mesurer. Moi, je fais ça aussi parce que je suis physicien de métier et j'ai donc appris à faire ça. Mais en fait, ce qui perturbe un petit peu tout le monde, y compris les gens de la partie, c'est que les champs sont invisibles et non palpables, non tangibles pour les humains. Alors c'est pas grave, il faut faire fi de tout ça. À l'école, on a appris plein de trucs. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais bon, là en particulier, dans cette science du plasma, eh bien, on voit pas ce qu'on fait, si ce n'est que, heureusement, on a le bonheur de pouvoir faire facilement dans votre cuisine, dans votre garage, où vous voulez faire des gants. Et là, on se rend compte quand même que les champs magnétiques et gravitationnels, ils peuvent influer sur une plante, ils peuvent influer sur votre santé, ils peuvent influer sur les animaux, sur tout l'environnement et apporter aussi pas mal d'énergie. Donc, c'est un bien fondé tout ça. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais que des rayons magnétiques qu'on appelle PMTX, qui sont issus d'interactions de couples de champs, donc ils sont éjectés de ces couples de champs et ils se baladent un petit peu dans l'atmosphère et deux PMTX qui ont des caractéristiques très proches, voire qui sont jumeaux, eh bien ils vont justement se rapprocher et se mettre en interaction pour créer une boule d'énergie, une boule de plasma, qui elle-même va créer son propre champ magnétique et gravitationnel. Et par-delà, si il y a d'autres champs magnétiques à côté, eh bien, il va y avoir émission à nouveau de PMTX et ainsi de suite. Alors, je voulais, avec cette diapositive, revenir un petit peu sur le plasma. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la chose suivante, à savoir que on dit le plasma, mais en fait, ce sont les plasmas parce que on n'a pas un plasma unique. Il y a des multitudes de plasmas qui sont euh, répertoriés un petit peu par leurs caractéristiques propres, à savoir une intensité, une force, une énergie, une prédisposition à prendre tel chemin ou tel autre, et ainsi de suite. Donc c'est très important que vous ayez un petit peu la notion de tout ça, parce que c'est grâce à cette diversité qu'on arrive à faire des gants, qui arriver à les combiner et arriver à créer des choses qui sont intéressantes pour nous. S'il y avait qu'un seul plasma, eh bien, on n'aurait qu'une seule énergie et bon, on n'arriverait pas à grand-chose. Alors que là, on a une palette complète de choses merveilleuses pour pouvoir développer cette science du plasma. Toujours en révision, hein, rappelez-vous que dans le principe de la matière, on a donc les PMTX qui participent, donc ils vont créer des forces d'interaction, hein, et puis ensuite, bien sûr, ils vont chercher à s'équilibrer. On va voir ça tout à l'heure aussi avec des exemples au niveau des aimants. Ils vont chercher à s'équilibrer et créer ce que l'on appelle une condition d'équilibre, qui est une condition grave. Voilà. Alors c'est valable ça dans tous les états de la matière et y compris dans le principe de constitution de la matière. C'est-à-dire qu'il y a des échanges entre la matière, grand M, l'antimatière et la matière noire, et à chaque fois, ces échanges-là sont dans des équilibres. Il y a toujours une interaction, on est toujours en mouvement. Il n'y a jamais de choses statiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même votre table ou votre ordinateur qui est devant vous, eh bien, si vous pouviez voyager dans un espace nanométrique, vous apercevriez que les atomes, eh bien, ils bougent, hein. Même s'ils sont collés entre eux, ils ont quand même un petit domaine de respiration, on va dire. Alors ensuite, n'oubliez jamais que votre création, ça c'est très important aussi, elle dépend de votre point de vue. C'est-à-dire que là, la petite figure qu'il y a juste à côté, on voit un visage de femme, de belle femme, et aussi on voit un musicien qui est en train de jouer dans une bande dessinée. Donc, ce sont deux points de vue différents. Rappelez-vous l'histoire de la plage et puis l'histoire du paysan qui était désolé de ne pas avoir de pluie. Et puis, quand la pluie est arrivée, il a changé de point de vue. Il a changé aussi d'état, matière, grand M, petit m, par rapport à ceux qui étaient sur la plage et qui se faisaient doucher par la pluie. Donc, tout ça, c'est très important.
Quand on a deux forces convergentes aussi, on en a parlé, on peut se poser la question de savoir s'il y a création ou destruction. La réponse, vous la connaissez, puisqu'on l'a vu l'autre jour, hein, la destruction est une forme de création, hein. On peut comparer ça vraiment, j'allais dire très trivialement, et on va détruire une maison, mais on va reconstruire une dessus. C'est souvent le cas ici par chez nous, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous allez, par exemple, changer la déco d'une de vos pièces, et bien vous allez donc enlever la déco, vous allez en créer une autre, donc vous détruisez pour recréer finalement, hein, au-delà de des définitions qui sont propres à la science du plasma. Ce sont des exemples qui sont relativement comparables à ce que je vous propose. En fait, quand vous créez quelque chose, c'est le reflet de votre propre sentiment et de votre propre condition pour créer cette chose. Par contre, si vous la montrez à vos amis, eh bien, ils vont pas forcément avoir la même chose. Pourquoi pas voir la même chose? Parce que la création que vous faites, elle vous appartient. Et vos amis, si vous la partagez, eh bien, que ce soit un repas que vous avez fait, une peinture ou un bricolage quelconque, eh bien, ils vont pas avoir du tout la même vision que vous par rapport à ce que vous leur montrez, hein. Donc, c'est très important. Alors, je vous dis ça parce que au niveau des gants, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, les points de vue différents sont importants, y compris pour la même création. On avait vu aussi, là j'ai pas mis le rappel, mais on avait vu aussi que l'énergie était en petits morceaux qui pouvaient s'agglomérer, hein. On a vu ça dans plusieurs sessions. On a vu que justement cette agglomération était beaucoup plus énergisante que, par exemple, les atomes qui sont imbriqués les uns dans les autres et pratiquement soudés, même s'ils ont ce petit degré de liberté que j'évoquais tout à l'heure, hein. Et donc, l'arrangement qu'il y a dans cette énergie fait que euh, l'énergie résultante est beaucoup plus importante. Une molécule d'eau, eh bien, c'est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Il y a donc du magnétique et du gravitationnel. Là, je vous en prends rien maintenant, hein. Vous savez très bien que l'hydrogène est magnétique et que l'oxygène est gravitationnel. Donc, l'hydrogène est un atome qui est 20 fois plus petit que l'atome d'oxygène et qui a beaucoup d'énergie. Donc, c'est lui qui va avoir le signe moins, c'est qui va être magnétique, c'est-à-dire que lui, il va donner de l'énergie à l'oxygène. Et cet équilibre-là qu'il va y avoir entre l'oxygène et l'hydrogène, ça va créer un champ grave qui est matérialisé par le cercle bleu que vous avez sur la diapo. Alors la direction du flux, je sais que ça perturbe beaucoup de gens, mais cette direction du flux, elle est quand même importante parce que si on se réfère toujours au globe terrestre, le pôle sud est gravitationnel, le pôle nord est magnétique, et vous vous souvenez que les mouvements qu'il y a euh, sont toriques, hein, c'est une forme de tore qu'il y a autour de la Terre. Et ce tore, il part du pôle nord et il descend jusqu'au pôle sud, qui reprend l'énergie, et donc il y a une circulation, il y a donc un flux qui passe du pôle sud vers le pôle nord. Et par analogie, donc, on a donc le même flux dans une molécule d'eau qui passe de l'oxygène à l'hydrogène. On avait vu aussi que euh, on a une création d'hydroxyle, c'est-à-dire que l'hydrogène qui est très, comme je disais, c'est un SDF, il se balade beaucoup, il a beaucoup d'énergie, c'est un petit peu un flambeur aussi. Il va sortir, il va quitter le, la molécule d'eau et il va voyager, il va venir s'approcher ailleurs, hein. Et donc, cet hydrogène va manquer provisoirement à la molécule d'eau, et cette molécule d'eau va se transformer en hydroxyle, c'est-à-dire une combinaison d'un seul hydrogène avec un seul oxygène. Et à la fin, puisque quand même l'hydrogène est très énergisant, eh bien cet hydroxyle va basculer
globalement dans un champ magnétique, c'est-à-dire du signe moins, avec beaucoup d'énergie. Je vous rappelle cette vue parce que après je vais vous parler de choses qui vont faire référence à cette vue. J'en ai justement évoqué le cas tout à l'heure, il y a quelques minutes, hein, pour vous dire qu'un atome d'hydrogène était 20 fois plus petit qu'un atome d'oxygène. Rappelez-vous ce fameux rapport qui est très important, c'est le rapport de la surface-volume. Hein. Et donc, on voit que le rapport de l'hydrogène est de 1,2, alors que le rapport oxygène est de 0,06. Donc, il n'y a pas photo entre les deux. On a quand même des ordres de grandeur entre l'hydrogène et l'oxygène. Retenez ça, c'est une histoire d'ordre de grandeur, parce que quand on a une molécule d'oxygène, pardon, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, eh bien, il y a bien sûr ce champ Markgraf qui se crée, et malgré la masse atomique d'hydrogène qui est faible, et la masse atomique de l'oxygène qui est 8 fois plus importante, compte tenu des ratios qu'il y a, que je viens d'évoquer, entre les rapports surface-volume et surtout les ordres de grandeur, eh bien, c'est quand même l'hydrogène qui mène à la danse. Donc tout ça, vous connaissez ça maintenant, hein, l'équilibre Markgraf qu'il y a entre les deux, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai refait aussi un schéma pour que tout soit parfaitement clair par rapport à ce que j'évoquais il y a 2 minutes au niveau de la direction du flux, hein. C'est-à-dire que il va y avoir le champ, le champ magnétique, le magnétique de l'hydrogène qui va nourrir le gravitationnel de l'oxygène. Alors, est-ce que vous avez des questions sur toute cette partie déjà? Joël, bonsoir. C'est juste Bonsoir. ce que tu viens de dire. Moi, sur le schéma, je comprends le contraire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que le magnétique, l'hydrogène, oui, donne de l'énergie à l'oxygène, oui, normalement. Mais le magnétique, tandis que là, la flèche est dans l'autre sens. La non, non, flèche, mais attends. la flèche jaune, Oui, oui. la flèche jaune, c'est le sens du flux, c'est la Le- direction du flux. C'est-à-dire que le flux externe, c'est comme pour la Terre. Si tu as un doute à chaque fois, il faut que tu reviennes à la notion de Terre que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que le pôle nord de la Terre émet des champs magnétiques vers le pôle sud. C'est typiquement ce qui se passe avec l'hydrogène et l'oxygène, c'est-à-dire que l'hydrogène émet des champs vers l'oxygène, hein, et ensuite il y a une remontée interne, c'est la direction du flux interne qui est matérialisée ici, comme je l'ai matérialisé tout à l'heure pour le globe terrestre. En fait, c'est comme s'il y avait deux flèches qui se superposaient parce qu'il y en a un. Non, Écoute, non, je, je vois pas trop. ce qui aiderait, c'est de voir le schéma à l'envers, avec le rond rouge en haut et le rond bleu en bas. Ce serait Oui, oui, bien sûr, oui. plus Mais compréhensible. bon, ouais, oui, oui, oui. Mais tournez la tête de 90 degrés, et puis Oui, oui, voilà. ça je peux le faire, mais c'est juste comme pour moi, donner, c'est une flèche de l'un vers l'autre. Donc, c'est-à-dire que Donner, c'est les flèches rouges. Et la recirculation interne, elle se fait par la flèche jaune. ah, Ça, ok. Alors, moi, je regardais la flèche jaune uniquement. non, Donc, non, non, c'est rouge. Mais c'est très difficile de faire ces vues-là parce que j'ai passé un temps fou, parce que je suis pas très très bon en dessin là-dessus. Et normalement, ce qui est en bleu à l'extérieur, eh bien, on devrait, quand ça sort de l'hydrogène, ça devrait être en rouge. Et puis ensuite, ça passe en bleu, tu vois. Voilà. ok, d'accord, c'est juste Bon, un truc visuel. Non, mais oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. d'accord, avec plaisir. Alors, on va parler maintenant de choses qui sont un peu plus pas délicate, mais un peu moins facile, on va dire, à assimiler. Bon, pour des gens qui sont peut-être si vous êtes peut-être dans ce cas-là, ou si vous n'avez jamais fait de physique, il va falloir prendre quelques notions qui sont que j'ai édulcorées le plus possible pour que vous ayez une bonne compréhension. On va parler des vibrations et on va parler des fréquences surtout.
Donc, bon, la fréquence cardiaque, vous savez tous ce que c'est. Vous avez tous, on a tous un cœur et on a des pulsations en bas de 60 coups à la minute, c'est-à-dire qu'on a une fréquence de 60 battements de cœur à la minute. Tous les objets vibrent. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est extrêmement complexe, mais même ce qui vous paraît statique, il y a une vibration. Il y a beaucoup de théories qui se font sur la matière, sur l'univers. Il y a la théorie des cordes pour la matière. Il y a plein de choses. Tout ça, c'est bâti autour des vibrations. Alors, ces vibrations, pour les matérialiser, vous avez une photo avec plusieurs gouttes d'eau qui tombent, donc ça vous fait, si vous faites ça dans une bassine, vous l'avez toutes et tous remarqué, ça fait une forme ondulatoire on dirait des vagues. Hein. Et quand on a des signaux qui sont un peu différents, qu'on n'est pas dans l'eau, et bien c'est pareil. On a ce système de vagues blanches là sur la vue de gauche. Et ces systèmes ils peuvent être bien rangés, c'est-à-dire qu'ils sont bien reproductibles, ou là, il y en a qui sont complètement aléatoires, c'est-à-dire que ils vont faire une bosse, un creux, et puis ensuite plusieurs bosses, plusieurs creux, avec des hauteurs, des amplitudes différentes. En fait, tout est comme ça. Donc, dans la physique, quand on fait par exemple une étude de vibration, quand vous démarrez votre voiture, eh bien, elle vibre un petit peu, et bien ça, c'est transformable par le schéma, avec le schéma que je vous montre à l'écran avec la photo de gauche. Alors, pour comprendre un petit peu le phénomène, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je me suis un petit peu creusé la tête et j'ai trouvé l'histoire de la houle. Alors là, tout le monde connaît ce que c'est que la houle. Hein. La houle, elle est directement associée à l'eau, elle est aux océans et aux mers, bien sûr. Hein. La houle, elle dépend de pas mal de choses. Et malheureusement, de la sismologie aussi, puisque je connais un petit peu le phénomène. Justement, en Polynésie, on a étudié ça pendant longtemps, le phénomène de houle et de tsunami. Et donc, entre deux vagues, vous avez le schéma qui est assez explicite. Entre deux sommets de vagues, on a ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est la distance qu'il y a entre deux sommets de vagues. Et puis, bien sûr, ces vagues, elles ont une certaine hauteur. Alors bon, quand il y a la tempête, bien sûr, on a des creux. Quand on dit le creux, c'est la hauteur H que vous avez là. Et puis quand on a une mer d'huile, eh bien, le creux, il tend vers zéro. Dans les tempêtes ou dans les grandes courses au large, dans les 50e rugissants, on a par exemple des creux de 10-15 mètres. Donc vous imaginez bien que si la longueur d'onde est très courte, on appelle ça une bouilloire, et c'est pas très bon pour les navigateurs. Et c'est d'ailleurs pas très bon pour ni les pêcheurs, et c'est bon pour personne. Alors tout ça, là, longueur d'onde, ça peut se traduire par des signaux, ça peut se traduire par ce qu'on appelle des abacs, par des graphiques, et j'en profite justement pour vous signifier que les référentiels X, Y, Z, eh bien, on l'utilise à l'occasion de ces études-là aussi, que ce soit pour les vibrations d'un moteur de voiture ou la conception ondulatoire de la mer sous tel ou tel système dépressionnaire ou autre. C'est toujours pareil. Alors, ça fait de beaux dessins, hein, bien sûr, et on peut même avoir ce qu'on appelle dans le jargon marin, une houle croisée. Alors, cette houle croisée, elle provient de deux zones qui sont influentes et qui envoient chacune envoie des ondulations, une houle, et quand les deux systèmes se croisent, eh bien, ça fait ce magnifique dessin qui se reproduit au fur et à mesure que eh bien, cette houle se croise de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, je trouvais cette photo géniale. Je me suis permis de la mettre parce que ça montre qu'on peut avoir deux systèmes indépendants qui fonctionnent. Alors ça, vous pouvez le faire dans votre baignoire, pareil. Vous allez voir que si vous faites, par exemple, même des vortex, vous allez voir, en tournant dans un sens et puis dans l'autre, vous allez voir que ça va se croiser, mais il faut une grande baignoire, ou dans votre piscine, ou
ou quand vous allez vous baigner dans un lac, vous essayez ça, vous allez voir que c'est vraiment parlant. Donc, j'ai dit que les fréquences naissent à partir d'ondulations, bien sûr, hein, et donc on peut les matérialiser par des graphiques, je viens d'en parler. Par exemple, quand on voit cette photo et qu'on voudrait mesurer les ondulations avec des appareils qui sont faits exprès, hein, comme on dit, hein, eh bien, en une seconde, là, on voit que il y a eu 2 cycles, c'est-à-dire qu'en une seconde, il y a une fréquence, il y a deux fois la même reproduction d'ondulation. On pourrait dire que là, on a une fréquence qui est égale à 2 Hertz. Alors, ne vous occupez pas de tout ça, c'est simplement pour la connaissance générale, on s'en fiche complètement pour la science du plasma, mais vous allez voir que ces notions de fréquence, on ne parle pas de Hertz là, hein, mais ces notions de fréquence sont intéressantes à plus d'un titre. Alors bien sûr, je vous ai parlé de ces référentiels. À chaque fois, vous avez vu qu'on a pu coller sur un référentiel la forme de la houle, l'amplitude, la longueur d'onde, et donc nous, on se sert systématiquement de tout ça, y compris dans la science du plasma. Alors vous n'aurez pas l'occasion de vous en servir, ça c'est clair pour le moment, hein. Il faut que vous sachiez que ça existe. Je reviens un petit peu sur justement ces référentiels, parce que vous allez voir qu'il est très important au niveau de la matière et au niveau des vibrations. Donc, je vous rappelle que vous avez 3 axes qui déterminent votre position, où que vous soyez sur le globe terrestre, et même dans les airs. Vous avez l'axe X qui détermine, qui est lié, on va dire, au rayon équatorial, puisque lui, il détermine l'Est et l'Ouest par rapport à un pays ou une situation, hein. L'axe Y est l'axe vertical, qui est l'axe des pôles sud et nord, et ensuite l'axe Z, qui part du centre de la Terre et qui va jusqu'à la magnétosphère. Donc là, tous les avions, vous sur Terre, vous pouvez être donc facilement repérables par ce système de coordonnées. Alors, comme je l'ai déjà dit, il en existe d'autres qui sont un peu plus sophistiqués et qui fonctionnent aussi très très bien. Et ces systèmes qui ne se figurent pas là, ils sont employés dans des sciences ou des problèmes qui leur sont spécifiques, vraiment. En mathématiques, on n'utilise pas ce genre on utilise moins ce genre de référentiel. On l'utilise pour des systèmes très simples. Par contre, après, quand ça se corse un petit peu, eh bien, on change de référentiel. On travaille beaucoup avec les angles, par exemple. Alors, il y a Dino Kraspedon, qui est un mathématicien brésilien, qui nous a gratifié d'une phrase qui a fait parler de lui. Il a dit que le créateur est un ensemble de lignes de force perpendiculaires et mutuelles, oscillant sur elles-mêmes. Alors bon, tout ça, c'est une belle phrase, mais en fait, bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Sans parler du créateur, c'est pas le but ce soir, quoique un petit peu quand même. Eh bien, il a voulu dire que un solide, quel qu'il soit, eh bien, il a la possibilité d'être déformé, il a la possibilité de vivre, et donc de changer, de modifier légèrement sa forme, ou la modifier beaucoup plus radicalement. Et à chaque fois, on va avoir donc le référentiel qui va nous aider à partir d'un point fixe à voir ce qui se passe au niveau de ce solide. Alors, je vous ai fait plusieurs vues. C'est pas moi qui ai fait le dessin, parce que autrement j'aurais passé un temps infini. Vous voyez, suivant on change de référentiel, eh bien on arrive à tordre la matière, hein. Vous, quand vous avez par exemple de la pâte à modeler et que vous faites par exemple un cube, vous pouvez très bien arriver très facilement à le modifier, hein, bien sûr. Par contre, là, avec la pâte à modeler, vous allez le modifier. Après, pour le faire revenir, vous allez avoir un léger souci, c'est qu'il faudra refaire la forme et s'appliquer beaucoup à la faire. Mais si vous avez le même cube en caoutchouc, eh bien, il reviendra de lui-même à sa forme initiale, à condition, bien sûr, de ne pas trop l'écraser. Et puis, ça dépend évidemment des caractéristiques du caoutchouc. Donc, alors, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Il faut savoir que ça existe.
Et donc, à chaque fois qu'il y a ces respirations, ces modifications de forme, ces modifications peut-être même de volume, on n'en parlera pas trop maintenant, mais ça, il faut savoir que ça existe. Et à chaque fois, ces déformations, ce sont ces oscillations en vibration, c'est de l'énergie en mouvement et elles ont une fréquence. Alors, à tel point que ces déformations et ces oscillations, elles sont totalement indépendantes de l'échelle. C'est-à-dire que on a ces oscillations, on a ces déformations. Je parlais de la molécule d'eau tout à l'heure, ben elle se déforme quand l'hydrogène quitte le, la molécule. Hein, et la Terre elle-même a ce genre de déformation hein, cyclique. Hein. Alors, on appelle ça des modes respiratoires de la Terre, c'est-à-dire que le globe, il n'est pas, c'est pas comme une orange, par exemple, qui va à notre échelle paraître indéformable. Sauf si bien sûr on appuie dessus, ça c'est évident. Et la Terre, eh bien, elle est pas comme ça du tout. Elle respire. Voilà. Alors il y a plusieurs modes. Là, je vous en ai présenter deux. On appelle ça des modes parce que à certaines fréquences, eh bien la Terre prend une déformation. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une déformation, il y a donc de l'énergie. Et cette énergie et cette déformation est liée à une fréquence. Alors, la fréquence, elle est liée au temps. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait 2 cycles par seconde. J'ai bien dit par seconde, ça veut dire que on a le temps qui compte là. C'est-à-dire qu'on a l'aspect temporel qui intervient. Bon, tout le monde le sait, on a 60 secondes en une minute, 60 minutes en une heure, 24 heures en une journée. Et là, déjà, on commence à avoir la notion de rotation complète de la Terre sur elle-même, en 24 heures. Hein. Et puis ensuite, on a 365 journées en une année, et donc là, on fait un tour complet de la Terre autour du Soleil. Hein. Donc, il y a plein de cycles comme ça qui font qu'il y a à chaque fois de l'énergie qui qui est en relation. Alors, on peut aussi faire la même chose avec tout ce qui nous entoure. Et on est tous sujets à écouter de la musique, bien sûr. Hein. Et là, quand on prend par exemple un piano ou un clavier, hein, on sait que, enfin pour ceux qui font de la musique, bien sûr, à gauche on a les notes basses et à droite on a les aigus. Hein. Et pour justement avoir une partition qui tienne la route quand on écrit un morceau de musique, eh bien on est obligé d'avoir une fréquence, un battement, hein, ce qu'on appelle un beat en musique. Hein. Et chaque note est caractérisée par une fréquence. C'est-à-dire qu'elle va avoir un certain nombre de fois le même signal par seconde. Quand on regarde d'un peu plus près, bon, je ne sais pas si tout le monde est musicien, là, on a tous entendu parler au moins des octaves. Hein. Les octaves, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Hein. Ça, c'est une octave. Et au fur et à mesure qu'on se déplace vers la main droite du clavier, puisqu'on joue main gauche, main droite, au fur et à mesure qu'on se déplace, eh bien, on change d'octave. Il y a sur un piano quelques octaves quand même. Et ce qui caractérise un petit peu les sons, c'est que quand on change d'octave, eh bien, on double la fréquence. C'est-à-dire que le Do numéro 1, que j'ai marqué comme Do numéro 1, il a une certaine fréquence, et le Do numéro 2 a la double de fréquence par rapport au Do numéro 1, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. C'est très important, ça, c'est les sons. C'est simplement pour illustrer les sons. Et en sciences du plasma, les basses fréquences sont magnétiques et les hautes fréquences sont gravitationnelles. C'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur le pH, parce que là aussi, il y a quand même une autre échelle. Il y a, on a vu
les gammes avec la musique, mais là, on a les histoires d'ordre de grandeur. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la session qu'on avait fait à propos des acides aminés et puis du pH. À chaque fois qu'on change de pH, on change d'ordre de grandeur. Vous vous rappelez, hein? Donc, pour un pH de 7, on a une eau qui est neutre. En dessous, l'eau est acide et au-dessus, l'eau est alcaline. Rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit à propos de la soude caustique. Elle a un pH de 14. Alors, à chaque fois, bien sûr, l'eau, il y en a toujours cette histoire d'équilibre grave. Hein. Et donc, on a, au fur et à mesure que on augmente, je vous ai rappelé avec le schéma qui est en bas à droite que les ordres de grandeur augmentent très très rapidement, hein, ce qui veut dire que simplement en musique, nous on change d'octave, on double la fréquence, là on change de pH, et bien on prend un ordre de grandeur tout de suite. Donc c'est plus du tout les mêmes échelles. Si je fais une analogie, et qui est très importante, c'est que si je veux changer de pH, si je passe d'un pH de 1 à un pH de 2, ce passage, il va se faire très simplement puisque je n'ai qu'un ordre de grandeur. Mais ce passage-là, il doit être très très bien fait parce qu'il est fragile et instable. Vous comprenez bien que si on avait les moyens de faire ça, moi je n'ai pas fait ça encore en labo, hein, parce que bon, j'en ai pas l'utilité, mais je comprends bien que si on doit faire ce changement de pH avec une certaine précision, eh bien si on ne le fait pas correctement, on va avoir une instabilité et on risque de rater ce changement de pH. Par contre, à l'extrémité opposée au niveau de l'échelle des pH, quand on est au-delà de 11, je vais dire, hein, eh bien, on a un changement de pH qui est beaucoup plus stable parce que effectivement, on a beaucoup d'ordre de grandeur, donc on est euh, un peu moins sensibilisé à tout ça. Malgré tout, il faut vraiment faire attention si on a des choses à faire là-dedans en chimie. On retiendra simplement que au niveau de ces valeurs de pH, les valeurs de pH basses sont les valeurs magnétiques et les valeurs de pH hautes sont les valeurs dans un domaine gravitationnel. Alors là, je vais vous parler de la vitesse et de la relativité. C'est simplement pour que vous soyez au courant. Ne vous prenez pas la tête avec ça parce que c'est un petit peu, il y a un petit peu de mathématiques, il y a 3 fois rien. Mais c'est simplement pour vous dire, pour vous expliquer que il n'y a pas de limite à tout ce que je vais vous décrire là. La vitesse, eh bien, c'est la relation entre le temps et la distance. Vous vous souvenez de la tortue, la fameuse Bertie qui vit en Angleterre et qui fait 10 km/h, hein, et puis le Concorde qui fait plus de 1000 km/h, enfin qui faisait plus de 1000 km/h. Et donc là, c'était donc un rapport entre la distance et le temps. C'est-à-dire qu'on divise la distance par le temps, alors avec des unités tout à fait reconnues en physique classique, hein, bien sûr. Hein. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui me fâche un petit peu, mais bon, je vous en parlerai quand même, je vous en toucherai 2 mots, même si c'est pas dans le cours. Il y a la fameuse équation d'Einstein que je vous propose à chaque fin de cours, E égale mc2. Alors E, c'est l'énergie, m, c'est la masse, et c, c'est le carré de la vitesse de la lumière. Et on dit que cette vitesse, le carré de cette vitesse est constant. En fait, je vous le dis tout de suite, cette formule, elle a été tronquée et elle n'est pas telle que je vous la présente, elle est fausse. Alors on verra dans les autres modules si je peux développer ça, parce que le fait qu'elle ait été simplifiée n'arrange pas les choses au niveau de la science du plasma. Il faut le savoir. Il y a qu'à chaque fois qu'on regarde ça, on est tout de suite intéressé par un atome, une particule ou quoi ou qu'est-ce, hein, et on ne tient pas compte, vous le voyez bien, hein, à part la masse
et encore, c'est encore à discuter à part la masse, là, qui affecterait une soi-disant particule. On n'est pas du tout dans le coup avec une formule aussi réduite. Malgré tout, à l'école, on apprend ça, alors c'est très bien, mais bon, sauf que après, quand on fait des choses un peu plus poussées, on ne peut plus utiliser cette formule. Parce que cette formule, dans la physique classique et dans la théorie de la relativité, elle dit que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus grande. Bon, alors on va continuer comme ça, en se disant ça. Mais bon, pour moi, et puis pour d'autres, hein, y compris pour Alex, cette formule ne convient pas, parce que on ne sait pas, finalement, quand on a ça, on ne sait pas augmenter l'énergie, ou alors il faut augmenter la masse, ou vérifier que la vitesse de la lumière n'est pas la plus grande et puis n'est pas constante. Donc il y a des choses à faire. Vous voyez, il y a un flou artistique que je tenais à vous montrer là, qui détaille un petit peu les incertitudes qu'il y a au niveau de la physique classique. Alors bon, là c'est juste à titre d'information, hein, mais c'est important quand on fait des études un peu poussées. La lumière est aussi une autre échelle de grandeur. Alors on va retomber dans le système des fréquences. Je vous ai remis le petit schéma, et puis je vais vous présenter donc le spectre électromagnétique visible par l'œil humain. C'est-à-dire que nous, vous allez voir, je vous présenterai quelques diapos après là, ce qu'on peut visualiser nous en tant qu'humains, et vous allez voir que nous sommes, alors le jeu de mots est, je dis voir, mais on est quand même aveugle, quoi. Donc, tout de suite maintenant, là, si on a une lumière blanche et qu'on la passe dans un prisme optique, eh bien, on arrive à faire une diffraction de la lumière, c'est-à-dire que on a des composantes qui ont des caractéristiques spéciales et qui vont du violet au rouge vif. Et bien sûr, avant de commenter ça, je vous rappelle un petit peu le signal, on en a parlé à peine un petit peu tout à l'heure. Ce signal, il est matérialisable par un schéma avec un référentiel. C'est une série d'ondulations, éventuellement de sinusoïdes, mais pas que, hein. Et comme je vous l'ai déjà dit, il peut être régulier ou pas, c'est-à-dire que là, vous avez des belles sinusoïdes qui sont régulières. Eh bien, vous imaginez que vous tirez dessus, un petit peu quand vous faites vos bobines. Si vous tirez malencontreusement dessus, vous allez voir qu'il y a des rangs qui vont être très serrés, en particulier aux extrémités, et puis au milieu, eh bien, ça va être un peu plus relâché. Eh bien, un signal, ça peut être comme ça aussi. Et la bobine, elle a un diamètre qui est connu, hein, en l'occurrence 12 pour certaines bobines de la science du plasma. Eh bien, on pourrait imaginer aussi que ce diamètre se réduise ou s'amplifie. Donc, vous voyez, le signal, c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe dans une structure, et la structure, eh bien, elle ne réagit pas forcément de façon régulière, donc à chaque fois, c'est tracé sur ce schéma. Donc, on le voit ici, j'ai remis la photo, hein. Euh, alors, bon, bien sûr, ce qui se passe pour la lumière, c'est un petit peu différent. On a souvent la duplication d'un cycle. Alors, un cycle, qu'est-ce que c'est? C'est vous partez de zéro, vous avez une montée, un sommet, vous avez un creux et vous revenez sur l'axe horizontal, vous revenez donc à zéro, et c'est ça le cycle. Et la différence entre le sommet et le creux maximum, bien sûr, c'est l'amplitude. Comme tout à l'heure, quand on a vu les vagues avec la hauteur h, c'est la même amplitude. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de la longueur d'onde. Là, ça n'a pas changé, hein. C'est-à-dire que ce soit l'océan ou que ce soit un signal sur un moteur thermique ou quoi ou qu'est-ce, hein, ben c'est pareil. On a toujours une longueur d'onde. C'est-à-dire c'est la différence entre deux sommets consécutifs ou deux creux consécutifs. Alors,
les cycles, il y en a beaucoup, hein. Euh, on peut avoir des cycles, on peut avoir très peu de cycles. Par exemple, la Terre, la, sa, sa fonction de Schumann, c'est 8 Hertz, c'est-à-dire c'est 8 cycles par seconde. Donc, c'est pas beaucoup. Je sais qu'elle est en augmentation. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais vous voyez, c'est pas beaucoup. Par contre, vous allez avoir un train qui va passer chez vous. Eh bien, il va y avoir plusieurs centaines de Hertz. Ou le métro à Paris, par exemple, c'est plusieurs centaines de Hertz. D'ailleurs, il y a des fissures dans les maisons, on sait pourquoi, hein. Et à part ça, eh bien, si vous avez par exemple, un réacteur d'avion, eh bien, le réacteur d'avion, il peut vibrer à plusieurs milliers de Hertz. Voilà. Et le but, pour pas qu'il casse, c'est justement d'éviter les modes, comme je vous ai expliqué pour la Terre, parce que ces modes-là ont des amplifications importantes et qui risquent de casser les objets. Je referme la parenthèse. Je ne vais pas plus loin sur le sujet. Donc, la fréquence, vous l'avez compris, c'est le nombre de cycles par unité de temps. Alors, tout ça pour vous dire que la lumière, eh bien, elle a deux caractéristiques principales. Elle a la longueur d'onde, comme on vient de voir, hein, et puis la fréquence. Alors, comme je vous le disais, la fréquence, on peut avoir des fréquences très très élevées. Si je prends la couleur violette, on a une fréquence qui est balayée entre 600 et 800 térahertz, c'est-à-dire un téra, c'est 1000 milliards de hertz par seconde, donc c'est vraiment phénoménal. Et puis la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux sommets, elle est située entre 380 et 450 nanomètres. Alors vous savez qu'on est déjà dans le nano avec nos couches de carbone sur le cuivre. Et donc, la longueur d'onde, c'est ça, quoi. Donc, c'est des caractéristiques qui sont vraiment propres à chaque couleur. Alors, si je fais le parallèle avec la couleur rouge, eh bien, on voit que la longueur d'onde augmente et que la fréquence diminue. Et si je fais le produit, de la longueur d'onde par la fréquence, eh bien, tous les produits sont égaux. Voilà, ça veut dire que lambda, qui est la longueur d'onde, et la fréquence f, lambda f, c'est une constante. Voilà. Alors, bon, là aussi, c'est pour vous mettre dans le bain, parce que pour ceux qui suivront après les modules supérieurs et puis même éventuellement d'autres cours, c'est important de le savoir si vous ne le savez pas, parce que je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui le savent ici. Si on se ramène par rapport au spectre visible par l'œil humain, c'est-à-dire la vue qui est en bas à gauche, eh bien, vous avez, au-delà de la couleur violette, à gauche de la vue, vous avez UV, c'est ultraviolet, et à droite de la vue, dans la zone rouge, vous avez IR, c'est l'infrarouge. Voilà. Alors, côté violet, on est dans le gravitationnel, et côté rouge, on est dans le magnétique. Quand on regarde un arc-en-ciel, eh bien, on a cette fameuse diffraction de la lumière, c'est dû aux gouttes d'eau et à la lumière du soleil. Donc, on a là une particularité merveilleuse, parce que là, il y en a même deux sur la photo, et elles sont toutes rangées de la même façon à chaque fois, parce que elles ont des caractéristiques particulières au niveau des fréquences. Je profite de cette diapositive pour vous montrer un petit peu la bande, le spectre visible que nous avons, nous, à notre disposition en tant qu'humains, par rapport à tout ce qui existe au niveau de l'énergie. Vous voyez, c'est impressionnant. C'est-à-dire que nous, on est pratiquement aveugles. Alors, je dirais même aussi sourds, parce que bon, c'est pas du tout le sujet ce soir, mais on a pratiquement les mêmes handicaps au niveau des sons, hein. Quand on regarde donc cet arc-en-ciel, eh bien, on sait que le rouge, c'est la fréquence la plus basse. Je vous ai remis le tableau pour que vous le constatiez. Et le violet qui est à l'intérieur, lui, il a la fréquence la plus haute. Voilà.
Donc, c'est très important parce que ces histoires de fréquences-là, elles vont influer sur le fonctionnement des champs magnétiques et gravitationnels. Quand je regarde la Terre, j'y reviens souvent parce que pour moi c'est quand même la référence, hein, je vous ai fait une convention. Alors, vous avez un tableau à droite, à côté, juste à côté, vous avez le globe vu du pôle Nord, avec le point rouge qui est au pôle Nord, et puis encore en se décalant encore vers la gauche, vous avez donc deux disques. On va dire que ce sont des champs magnétiques et gravitationnels avec leur pôle nord en vue de dessus. Et puis, vous avez ces champs, ils sont bien sûr en rotation. Vous avez donc des systèmes de rotation. En bas, vous avez encore la référence par rapport à la Terre et par rapport à l'équateur. Et à côté, vous avez les mêmes vues concernant les mêmes champs magnétiques, mais qui vont être vus de côté. C'est très important ça, parce que les schémas que je vais vous présenter sont un petit peu compliqués. Alors bon, je vous propose, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, essayez de les digérer si vraiment ça vous intéresse. C'est simplement dans le domaine de la compréhension de ce qui se passe au niveau de la science du plasma, mais ça n'est pas obligatoire si vous faites des GANs. Je vous rassure tout de suite, c'est simplement les mécanismes de fonctionnement que je vous décris ce soir. On va commencer tout de suite avec les phénomènes de répulsion. Pourquoi? Parce qu'on a des champs qui tournent dans le même sens. Et n'oublions pas que ces champs, ils sont balayés par des énergies de l'extérieur. Je vous ai souvent montré notre globe terrestre avec la magnétosphère, avec des énergies qui rentraient, qui sortaient, qui intervenaient, qui n'intervenaient pas d'ailleurs, qui pouvaient traverser sans problème. Et ces énergies, à chaque fois, elles ont des fréquences. Et les énergies de fréquence faible, elles vont être situées à l'extérieur, un petit peu comme l'arc-en-ciel. Et puis celles qui ont des fréquences beaucoup plus fortes, elles vont se rapprocher du noyau des champs magnétiques et gravitationnels. Voilà. Donc là, on a trois types d'énergie. Une avec la fréquence faible, on va dire que c'est la rouge. Une avec la fréquence forte, c'est la bleue, pour bleu-violet, on va dire. Hein. Et puis une moyenne qui est avec la fréquence verte. Alors, plus les énergies ont des basses fréquences, plus leur parcours est long. Et c'est pour ça que l'énergie qui est en rouge, elle est à l'extérieur. Elle décrit un parcours qui est assez long, hein, par rapport à, par exemple, celle qui est une énergie très forte, qui a un système de parcours beaucoup plus court. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a des prédispositions justement de ces énergies à venir s'entrelacer au plus près du plasma central, alors que d'autres vont au contraire être beaucoup plus éloignés. Donc, vous voyez un petit peu le cheminement d'une énergie qui est en basse fréquence, et ben, elle va tourner autour du système qui est constitué par les deux champs magnétiques, et puis ensuite elle va s'en aller, quoi. C'est un schéma de principe, bien sûr, hein, j'insiste là-dessus. Vous imaginez bien la complexité des choses dans le réel. Là, c'est pareil, la fréquence médium, on va dire, qui est en vert ici, eh bien, elle va s'enrouler, elle va peut-être même interférer, elle va apporter des choses, elle va se stabiliser, elle va peut-être même prélever des choses, en rajouter, et donc tout ça, ça va être dans le respect quand même des champs magnétiques et gravitationnels et de la condition grave. Hein. C'est pour ça qu'il y a des fréquences et des énergies qui passent sans être prélevées, entre guillemets, hein. Et puis il y en a d'autres qui passent et qui sont vraiment prélevées en grande partie. Alors tout ça, c'est dans le respect des pôles nord, pôle sud, hein. Il n'y a aucun problème. Alors, en vue de dessus, il ne faut pas imaginer que c'est
C'est juste un fil comme ça que j'ai matérialisé, hein. C'est une nappe, hein. C'est une nappe qui tourne, qui est extrêmement compliquée à déterminer. L'attraction, eh bien, c'est différent parce que on a l'inversion des pôles quand on est en attraction. On verra ça la semaine prochaine. J'ai réussi à vous faire pas une animation, mais des photos un peu plus sophistiquées que les figures que je vous présente ce soir. Et on verra qu'il y a une conjonction des champs magnétiques et gravitationnels, toujours dans le respect de l'équilibre et des champs et de la condition Magrave, hein. Et là, on va avoir toujours la même physionomie, à savoir que les énergies à fréquence faible sont toujours à l'extérieur et celles qui sont à fréquence forte au plus près du plasma central. Donc tout ça, ça tourne, il va y avoir une conjonction. Par contre, là, il va y avoir un croisement des énergies et il va y avoir donc des points singuliers qui vont se créer entre les champs magnétiques et gravitationnels. Les couples de champs, je veux dire. Alors tout ça, c'est de la théorie, bien sûr, mais qui tient la route, hein. Ça fait partie de la science du plasma, hein. Et quand on est un peu plus terre à terre, on va se ramener à quelque chose qui est connu de toutes et tous, hein. C'est-à-dire qu'on a le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, et puis on sait à quelque chose de près, et surtout en ce moment, on est en décalage de 1 heure par rapport à l'heure du soleil. On sait que à midi, il est au firmament, c'est-à-dire qu'il est à la moitié de son parcours. Joël, c'est 2 heures de décalage l'été. Oui, c'est possible, je ne sais pas, je me trompe toujours. Merci, Gilbert. Oui, donc, peu importe les saisons et la lumière qu'il y a, toujours est-il que, en théorie, quand on a une position qui est la position du soleil le matin, eh bien, on va être dans une fréquence qui est une bande de fréquence qui est rouge. Pourquoi? Parce que on n'a pas du tout la même par rapport à l'altitude du soleil qui est un petit peu compliqué à décrire tout de suite là avec un diaporama comme ça. On n'a pas les mêmes distances, on n'a pas les mêmes filtrages. Enfin, donc on est dans la bande rouge. C'est la même chose le soir, bien sûr, parce que si on se déplace pas en avion et qu'on reste chez soi, eh bien, on a la même chose le soir. Par contre, en milieu de journée, il est dans la fréquence bleue. Voilà, le schéma est assez explicite là-dessus, hein. Oui, tu as raison, c'est vrai, c'est 2 heures. Maintenant que tu me l'as dit, je me rappelle. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des plantes? Eh bien, les plantes, la nuit, il n'y a pas de lumière. Et c'est très intéressant ça parce que on va pouvoir travailler avec les ganses sur les plantes. Il y en a qui ont déjà commencé, mais il faut savoir que donc la nuit, ce sont les racines qui poussent. Parce que les racines, de toute façon, elles n'ont pas besoin de lumière, elles poussent la nuit. Et la plante qui est visible pour nous dans les jardins ou dans les potagers, eh bien, elle pousse le jour. Et donc, entre les deux, on a un équilibre de champ magnétique et gravitationnel. C'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça pour toute la Terre, tout ce qui est sur Terre. Il y a toujours cet équilibre champ magnétique, champ gravitationnel. Et quand vous mettez des ganses dans vos jardins, eh bien, la plante qui a besoin de se charger, par exemple en CO2 ou en combinaison CO2, CH3 pour avoir un peu plus d'humidité, eh bien, elle va prélever exactement la quantité qu'il lui faut. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de gaspillage. C'est pareil pour nous d'ailleurs, hein, avec cette technologie. Alors, je reviens un petit peu à cette histoire de masse et de vitesse de la lumière, hein, parce que on a vu que la longueur d'onde est multipliée par la fréquence, eh bien, c'est une constante. Et c'est quand même la vitesse de la lumière, C est égal à lambda f. Et on sait que M. Einstein a décrit que le carré de la lumière, c'était l'énergie sur la masse.
Donc, on va pouvoir facilement transposer tout ça, écrire que lambda f au carré est égal à E sur M, c'est égal à constante. Alors, vous vous en fichez un petit peu, c'est normal parce que on a quand même, je le redis, on a quand même toujours ce problème. Hein. On ne sait pas comment évolue l'énergie parce que là, on est un petit peu coincé. Soit on fait varier la masse, soit on fait varier la vitesse de la lumière, et pourtant la vitesse de la lumière est constante. Donc c'est un petit peu difficile. D'autant que si on prend une plante, on sait que quand elle grandit, depuis la graine jusqu'à son apogée, eh bien, elle a pris de la masse. Donc, il y a ce problème-là à résoudre et qui sera résolu dans les prochaines étapes. Alors, le matin, bon, il y a un magnifique lever de soleil. Vous voyez, on est quand même dans les rouges. Et puis ensuite, au zénith, eh bien sûr, on est dans le bleu. Alors, je me répète encore, il y a un gros souci avec cette histoire de lumière, et puis de masse et d'énergie, hein, parce que en physique classique, on s'est contenté de dire la vitesse de la lumière, c'est la plus grande vitesse, et puis point barre. Alors, on va voir pourquoi on peut dire ça tout à l'heure, et puis après, je vous raconterai le reste dans une prochaine aventure, mais c'est pas le but ce soir. Mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse ambiguïté par rapport à cette histoire d'énergie et de vitesse de la lumière qui est constante, alors que la masse évolue. Les fluctuations, vous les connaissez, bien sûr, hein. On en a parlé à l'instant, hein, l'énergie, elle rentre, elle est gravitationnelle, elle sort, elle est magnétique, elle est redistribuée, elle sort du pôle nord, elle revient vers le pôle sud. Tout ça, on en a déjà parlé, on en a même reparlé ce soir tout à l'heure. Et il faut quand même, au même titre que les plasmas, je parle de plasma au pluriel parce qu'il y en a beaucoup, 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 eh bien les énergies, il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que on dit que les énergies qui entrent sont gravitationnelles, mais il y a vraiment beaucoup d'énergies de différents types qui sont gravitationnelles. Alors, bien sûr, elles influent sur l'environnement terrestre. Elles peuvent aussi avoir zéro impact sur l'environnement et puis traverser de part en part sans aucune contribution. Les énergies qui sortent, par contre, sont magnétiques et bien sûr, quand on a toute cette circulation, tout ce trafic, c'est simplement pour garantir l'équilibre magrav de la planète. C'est très important. Autrement, on aurait quand même des soucis. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais bien poser une question par rapport aux ganses dans le jardin. Oui, ce sera après, Ghislaine, s'il te plaît. Hein, tu me le rappelles après, hein, parce que là, je ne vais pas m'interrompre pour ça. On en parlera après avec grand plaisir. Le référentiel qui nous poursuit toujours, hein, bien sûr. Hein, ce référentiel, on peut quand même le modifier un petit peu. Et puis, pourquoi pas, parce qu'on est quand même on n'est plus dans la science classique, on n'est plus dans les trucs qu'on a appris à l'école. Eh bien, on va déplacer l'axe Z, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait une translation, ce qu'on appelle une translation, c'est-à-dire qu'on le fait coulisser sur l'axe X, il va se déplacer. Donc, notre système n'est plus directement lié avec une origine au centre de la Terre, mais la Terre est simplement décalée. Et là, si on fait ça, on peut imaginer une star formation. C'est-à-dire que, vous vous souvenez de la star formation, hein, vous avez un tétraèdre avec donc 4 sommets, un sommet magnétique et 3 sommets gravitationnels. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait des choses autour de notre Terre qui feraient que notre Terre serait au centre. Ça serait donc l'emplacement d'un plasma. Et puis autour, on aurait des choses justement qui, par leur interaction,
Je ne sais pas si vous vous souvenez des photos que je vous ai montrées l'autre jour sur les stars formations, y compris celles que j'ai au labo. Vous vous souvenez qu'il y avait des échanges magnétiques gravitationnels entre justement les petits cercles bleus là qui se figurent sur la diapo. Eh bien, on peut imaginer que notre Terre, elle est sollicitée, elle est soumise à cet environnement-là, et c'est ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, notre Terre, elle est très gravitationnelle, ça, on l'avait deviné, hein. Et puis, tout autour, on a un champ qui est magnétique, c'est le champ de la star formation. Et tous ces champs sont bien sûr en rotation. Alors, comme je vous l'ai marqué, hein, on peut voir la Terre, mais les champs plasma, on ne les voit pas. On peut peut-être les imaginer avec nos yeux de l'esprit. C'est très important. Souvenez de ça, bien sûr, hein. La création passe par l'énergie. L'énergie, c'est une force en mouvement. Cette force, elle est de signe positif ou négatif. Elle est directement assujettie à la valeur du rapport surface-volume, hein, puisque plus la valeur de ce rapport est haute, plus la force est négative, et donc le signe est négatif, c'est comme l'hydrogène et l'oxygène tout à l'heure. La force négative donne, la force positive prend. Et l'énergie, on le sait, peut circuler librement ou éventuellement être associée à un état, se confiner ou même s'agglutiner. Je vous rappelle, et puis pour ceux peut-être qui viennent ici pour la première fois, d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour les gens qui viennent pour la première fois, je vous conseille soit de me contacter pour avoir les PDF, parce que c'est pas facile d'arriver en session 7 sans avoir vu les autres sessions avant, hein. Donc je vous conseille d'aller sur le BitChute pour voir au moins les 5 premières sessions, et puis compléter par les PDF en attendant que nous ayons mis tout ça sur la plateforme. Tout ça pour dire que la matière, donc, elle est écrite avec un grand M. C'est la matière non palpable, mais qui est dans la physique quantique, bien sûr, on peut la ressentir. Et puis la matière avec un petit M, c'est la matière palpable, c'est celle que nous avons chez nous, autour de nous. La manifestation d'énergie, quand il y a de la matière, elle est concentrée, elle est même localisée, et c'est donc une création. Alors, il y a un scientifique qui me plaît beaucoup, et puis qui plaît, il n'y a pas qu'à moi, il plaît aussi à Alex, et puis à la Fondation, parce qu'il écrit quand même les choses comme il faut, hein. Il a écrit plusieurs choses, et j'en ai retenu que 3 pour ce soir, hein. Une partie définie de la matière occupe une partie définie de l'espace à un moment défini du temps. Ça veut dire que devant vous, vous avez votre écran, eh bien il occupe une partie définie de l'espace à un moment défini du temps. Si vous revenez demain devant votre écran, vous verrez qu'il est toujours là, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'existe pas une seule et même énergie que constitue une charge à 2 instants consécutifs. Ça veut dire que on ne peut pas avoir la même énergie qui agit de la même façon à 2 instants voisins, sauf si on est vraiment très statique. Mais vu tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, vous comprenez bien que c'est une question de point de vue, parce que et d'échelle surtout, quand on voit ce qui se passe à l'échelle nanométrique, euh, on peut considérer que l'énergie est toujours en mouvement, et c'est bien sûr l'incarnation des principes de flux et de connexion que je vous ai martelé depuis ces quelques semaines. Et ça, c'est une formule qui est vraie pour cette nouvelle science, qui est la science du plasma, et qui permet de distinguer les choses par rapport à la science, la physique classique. Les protéines, bon, on a vu ça aussi l'autre jour, hein. Les acides aminés sont les éléments qui, bien sûr, qui constituent les protéines, hein. La base est constituée par 3 acides aminés. Les acides aminés créent donc cette protéine, et on sait que le produit résultant, c'est l'eau.
Partant de là, on peut faire une analogie à tout ce que je viens de dire à partir des aimants. Alors, si par exemple on matérialise des acides aminés avec de simples aimants, on voit qu'il y en a un central qui n'a pas beaucoup d'énergie, alors que les deux autres, qui sont de signes négatifs, ont une énergie importante. Donc, comme ils sont en mode attraction, il n'y a rien de surprenant, puisque le central va puiser l'énergie des deux autres qui sont leurs voisins d'extrémité. Quand on poursuit un petit peu, et que l'on complète, et qu'on crée une petite rosace avec 6 aimants, eh bien, quand on constitue cette rosace, en ayant pris soin de bien choisir les aimants, eh bien, ils vont naturellement se coller, hein, on va dire, et constituer cette forme géométrique. Quand on enlève un aimant, c'est-à-dire qu'on va enlever l'aimant positif qui est situé vers 7h30, 8h, là, si on prend un cadran d'horloge, là, eh bien, il ne va rien se passer parce qu'on est toujours en situation d'équilibre. Quand on en enlève un autre, eh c'est pareil, il ne va rien se passer parce qu'on est en situation d'équilibre. Alors, vous savez très bien que chaque aimant, on l'a vu ça aussi il y a quelque temps, hein, chaque aimant a un champ magnétique et gravitationnel, et c'est ce champ magnétique et gravitationnel qui impose un petit peu la distance avec ses voisins. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une situation comme ça. Si on enlève bien sûr le dernier élément positif, eh bien, il va y avoir rien du tout, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer, il n'y aura aucun déplacement pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et donc, c'est bien matérialisé par ce qu'on avait vu il y a quelque temps, hein, puisque on sait que les aimants de même signe se repoussent, et la distance, eh bien, c'est simplement la distance de limite de répulsion qui est équilibrée par les champs magnétiques gravitationnels et la charge positive qui est entre eux. Alors, si on inverse le schéma, c'est-à-dire que si on place le positif d'abord et puis qu'on vient compléter avec des négatifs, on aura la même chose. Il n'y a rien qui change. Tout ça pour dire que quand on connecte un champ d'énergie à un autre, eh bien, les choses se passent peut-être moins bien qu'avec les aimants qui sont naturellement attirés ou repoussés ou équilibrés dans leur champ grave. Pourquoi? Parce que ces champs d'énergie, eh bien, ils sont un petit peu complexes et les choses ne se font pas naturellement. Il y a toujours un critère adaptatif qui est directement lié au rapport de la surface et du volume. Alors, ce qui est très important justement pour les jardins, le schéma est très important parce que quand vous allez poser dans votre jardin des ganses, que ce soit dans des bouteilles, des boules, tout ce que vous voulez, hein, eh bien, vous n'allez pas, c'est pas un cachet d'aspirine, c'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, vous n'allez pas avoir les champs. Les champs, ils vont se mettre en place justement parce que ça ne fonctionne pas naturellement tout de suite, ils vont se mettre en place au bout de quand même pas mal de temps, hein. Par contre, une fois qu'ils y sont pour de bon. Il faut le savoir, hein. Pas mal de temps, ça veut dire combien de temps à peu près? 50 jours en moyenne. Ok, merci. 50 jours. Enfin, nous, on a vérifié ça dans les vignes, hein. Donc, on le sait, c'est connu maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, c'est pareil, que ce soit dans votre jardin, dans votre magrave ou où vous voulez, on a toujours une condition magrave d'équilibre qui va se mettre en place. Et dans le cas des jardins, bien sûr, les plantes vont pouvoir prélever ce qu'elles souhaitent, puisque, par exemple, dans une combinaison CO2-CH3, on a de l'oxygène, on a de l'hydrogène, et dans cette combinaison, on va pouvoir réduire l'arrosage d'environ 30%, puisqu'on va aussi avoir
les champs de l'eau, hein, puisqu'on a de l'hydrogène, de l'oxygène, on peut avoir des champs H2O. Très important. Si on revient à la star formation et que on prend en compte les acides aminés, eh bien, on voit que les acides aminés créent une star formation eux-mêmes, puisque autour de l'oxygène, il y a une distribution et il y a des courants, il y a des flux, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ce sont les flux que vous voyez là. Hein. Les flux créent des connexions, hein, et au centre, bien sûr, on va avoir le plasma, et c'est eux qui vont créer je dis, mais qui ouvre le chemin de la vie, c'est bien réel, hein, et qui crée les protéines. Alors ces champs, bien sûr, au départ, ils sont magnétiques et gravitationnels, et c'est un petit peu comme dans le jardin, et puis ensuite, on va avoir une combinaison d'équilibre ma-grave. Alors, vous savez, la nature, elle est merveilleuse. Moi, je suis, enfin, Daniel aussi, on est tous les deux amoureux de la nature. Je suppose que vous aussi. Et c'est quand même vraiment génial parce que il faut savoir que toutes les fleurs, par exemple, on parle d'une belle marguerite, on en a beaucoup en ce moment qui arrivent. Et les marguerites, comme toutes les autres, eh bien, quand elles grandissent dans un champ favorable, d'ailleurs, à ce sujet, je le dis souvent aux agriculteurs qui me regardent un petit peu ébahis, et puis après ils me disent ah ben ouais c'est vrai. Hein. Quand vous avez par exemple une marguerite qui pousse spontanément dans un endroit, eh bien elle y pousse cette marguerite parce que l'environnement lui est favorable. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis d'engrais, vous n'avez pas semé de marguerite, vous n'avez rien fait, et la marguerite, eh bien, elle vient. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un environnement de champ magnétique et gravitationnel qui lui est favorable. Et ça, c'est valable pour toutes les plantes. Alors, j'ai mis que certaines fleurs sont des sources de protéines. Je ne suis pas du tout spécialiste, j'ai vu ça. Je l'ai noté parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent ça mieux que moi. Les champs, bien sûr, l'équilibre des champs, ils sont magnétiques et gravitationnels. C'est toujours pareil. Il y a une énergie qui est en constant déplacement. Hein. Et par contre, ce qu'on a remarqué au sein de la fondation, c'est que la structure du centre de la marguerite, comme d'autres fleurs qui ont un cœur très serré comme ça, eh bien, la structure de son centre est composée de formes hexagonales. Alors, vous allez me croire parce que, regardez, j'ai fait une loupe et c'est magnifique. On voit donc ces formes hexagonales. Et ces formes hexagonales, eh bien, elles vous font penser tout de suite à l'histoire des aimants que je vous ai montré tout à l'heure. Et au-delà de ça, je ne l'ai pas marqué, mais on va le voir dans la diapo suivante, vous vous souvenez quand même de la structure de l'isocaèdre du grain de Gans. Hein. Eh bien, à chaque sommet, on a donc beaucoup d'énergie. Et là, c'est le cas aussi. C'est le cas aussi. C'est pour ça que la plante pousse avec beaucoup d'énergie. Alors les exemples, et voilà, donc on a l'isocaèdre qui est au milieu, c'est le dessin du ballon de football. Hein. Vous avez aussi le pissenlit, vous avez les buckyballs qui ont été repérés par la NASA, et puis vous avez aussi une molécule qui est de la même forme. Donc tout ça, c'est génial. Il faut observer un petit peu. Après, au niveau des langages visuels, on viendra petit à petit au travail avec l'âme et au travail avec les émotions et ainsi de suite. Eh bien, pour le moment, on peut dire que les langages universels, tels que la musique, la danse, voire le sport, même si le sport c'est encore autre chose, mais ces langages universels procurent des émotions, un bien-être physique. C'est sûr que la musique, c'est quand même quelque chose de fabuleux, mais tout ça, c'est fait à travers les fréquences. Est-ce que vous avez des questions? Le principe de la matière, je vous le rappelle, hein, on a toujours le magnétique qui pousse quand on est en combinaison en boucle infinie, hein, et puis le gravitationnel qui tire, hein, et au bout, on a une condition d'équilibre, ça se stabilise, mais ça bouge toujours un petit peu,
Et cette condition d'équilibre, c'est l'équilibre Magrav, qui est invisible pour l'humain, bien sûr, mais il faut absolument démystifier tout ça et savoir comment l'énergie circule. Alors, on a commencé à effleurer le sujet avec les PMTX et on poursuivra très prochainement. Les règles du plasma, vous les connaissez. L'état énergétique le plus fort nourrit l'état énergétique le plus faible. On en a parlé hier soir aussi avec Avira, hein. Et puis, je crois, avec Frania. Et la force du flux énergétique, bien sûr, elle dépend. C'est un champ de force qui est déterminé, qui dépend de l'ordre de grandeur. La direction du flux, c'est la flèche jaune pour ceux qui m'ont posé la question tout à l'heure, hein. Elle est orientée d'un état énergétique vers un autre état énergétique. Pensez, par exemple, à la molécule d'eau. On va de l'oxygène vers l'hydrogène, hein. Elle est déterminée, bien sûr, aussi, cette direction, par le rapport surface-volume, et puis la prédisposition qu'il y a entre l'interaction magnétique gravitationnelle ou gravitationnelle magnétique. Alors, je répète aussi beaucoup de choses, mais il faut que vous les intégriez complètement, hein. Donc, on a vu que l'antimatière, la matière noire et la matière, c'était l'essence même de la création, hein. Et donc, on ira un petit peu fouiller dans quelques temps dans ce qui se passe au bord de l'un par rapport à l'autre et ainsi de suite. Mais ce qui est très perturbant, moi, ça m'a un petit peu perturbé au début, pourtant je devrais pas, mais ça m'a quand même interpellé, c'est que quand même l'antimatière qui est, ou même la matière noire, ou la matière, et bien à chaque fois, on a encore à l'intérieur matière, antimatière et matière noire. Rappelez-vous aussi que dans la circulation entre, par exemple, deux boules de plasma, eh bien, vous avez l'une qui va donner à l'autre et réciproquement. Et il ne faut pas oublier non plus que on n'est pas tout à fait dans un monde merveilleux où tout va bien. Il y a quand même des choses qui se passent et il y a des rejets, il y a des choses de la matière qui repart de l'étage gravitationnel et qui remonte vers l'étage magnétique voisin, hein, mais ça n'a pas tellement d'importance dans la mesure où c'est peanuts pour la plupart des choses que l'on fait à l'heure actuelle. Ça rentre quand même dans à mon avis, ça rentre quand même dans une philosophie qu'il faut avoir au niveau des GANs, puisque certains d'entre vous commencent à faire ça. N'oubliez pas que vous devez avoir les GANs euh, les plus propres possibles. Pensez au sel, déjà, pensez à l'eau, pensez aux matériaux que vous mettez à l'intérieur, évitez d'y mettre les doigts, c'est mieux, mais bon, il y a des exemples où on voit M. Kesh qui fait des one cup avec sans gants, ouais, bon. Mais essayez d'être le plus clean possible parce que tous ces effets dont je viens de parler, ils seront réduits vraiment à peau de chagrin, quoi. C'est important. Vous aurez de beaux gants. Et prenez le temps, surtout. Le temps compte énormément. Alors, ça aussi, vous en rappelez, hein, c'est la structure monoatomique. On a parlé dans la matière physique, on a les atomes qui sont liés entre eux, ils sont soudés, mais même s'ils bougent un petit peu, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est dépensée dans ces liaisons et dans les échanges, contrairement à l'état nano, vous vous souvenez, où on a quand même dans les couches de carbone, on a ces espaces qui permettent de capturer et de faire cheminer le plasma. Pour les gens qui arrivent ce soir, eh bien, il faut savoir qu'un champ magnétique, il est donc opposé à un champ gravitationnel parce que l'un et l'autre, il y en a un qui est en attraction, l'autre est en répulsion, et le champ magnétique va donner de l'énergie et le champ gravitationnel va en prendre, de sorte qu'il y ait une boucle qui se fasse entre les deux. Et quand les deux champs sont équilibrés, même s'il y a des oscillations autour de la position d'équilibre, on dit qu'ils sont en condition Magrav. Alors bien sûr, on retrouve tout ça dans les coupes de vie, hein.
On retrouve en plus dans les couples de vie l'hydrogène qui est bien présent et qui, grâce à la combinaison des GANS qu'il y a à l'intérieur de la coupe de vie, la One Cup One Life, eh bien, il y a création d'acides aminés et création d'eau. Alors, je vous ai mis une de mes coupes qui était au tout début, donc il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez faire vraiment, vous voyez, c'est un bocal tout à fait simple. Hein. Vous pouvez prendre quelque chose, un bocal propre, bien sûr, et vous mettez votre plaque de zinc, votre au milieu, avec, moi j'avais mis ça avec un bâtonnet, je suspends ma coupe, ma bobine d'un côté, et puis en opposition, diamétralement opposée à ma plaque de zinc, j'ai ma bobine de cuivre. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Ensuite, ici, vous avez une shop, hein, là, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon ami Rick Ramond qui est au Canada, qui a fait ça, bon, pour montrer qu'on pouvait faire, avec très très peu de moyens, on pouvait faire une one cup, il n'y a aucun problème. Hein. Alors la vue qu'il y a au milieu avec la petite cuillère, c'est le recueil des acides aminés. Alors la photo rend pas très bien, mais on voit comme des petites taches graisseuses qui flottent à la surface, ce sont les acides aminés. Ensuite, quand on parle de One Cup et de One Cup One Life et seconde coupe, eh bien la seconde coupe, on a simplement remplacé la plaque de cuivre par la plaque de zinc et on a une coupe qui agit sur le physique et l'autre qui agit sur l'émotionnel. On a forcément, quand on a les deux coupes, on a forcément une interaction magnétique gravitationnelle qui agit et qui crée un champ magnétique autour des deux coupes. C'est évident. Alors vous avez deux possibilités quand vous avez deux coupes. Hein. Vous pouvez les associer, on appelle ça les coupes de l'homme, elles équilibrent en même temps l'émotionnel et le physique. Et si vous les dissociez, eh bien elles travaillent chacune individuellement, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va travailler sur l'émotionnel et le système respiratoire, et puis l'autre qui va travailler sur les tissus rouges, c'est-à-dire les muscles et compagnie. Joël, excuse-moi, quand tu dis Oui. dissocier, ça veut dire que tu les mets dans deux pièces différentes ou quoi? Oui, oui, tu peux les mettre, enfin nous on fait pas ça, hein, oui, oui, bien sûr. On peut les mettre dans deux pièces différentes. Mais bon, nous on les a associés. Hein. On les a associés. Enfin, moi je diffuse ce cours comme il m'a été dit de le dire, mais bon, franchement, je vois pas trop l'intérêt de les dissocier. D'accord, merci. Est-ce que ça dégage des odeurs? Pas du tout. Pas du tout. On en a parlé déjà, matière physique et matière plasmatique. Hein, je pense que vous avez bien compris la nuance. Hein. On ne peut pas donc ressentir la matière plasmatique, hein, alors que la matière costaud, eh bien, on peut la toucher, on peut la voir, contrairement à l'autre. Rappelez-vous de ça aussi, c'est très important. Je reviens dessus parce que, justement, je vous disais que cette science du plasma, on voit pas grand-chose. En fait, on voit aussi beaucoup de choses. Et puis, quand on crée un GANS, eh bien, on est au niveau de l'émotionnel et on voit ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a de l'état matière un petit m, on voit le nano et on a, puisqu'on a des bobines nano, et puis on voit le GANS, puisque finalement, la finalité, c'est de créer un GANS. Et donc, c'est génial, quoi. Hein. Et c'est un portail quand même pour, pour la création. Hein. C'est très important. Moi, je suis vraiment fan de tout ça. J'ai eu récemment au téléphone un de mes amis qui s'appelle Roland et qui est passionné comme moi et qui fait des choses merveilleuses. On disait, mais on n'arrête pas, quoi, parce que tous les jours, on découvre des trucs. On découvre des trucs. Alors, on s'échange maintenant beaucoup de choses. Et c'est quelque chose de phénoménal parce que quand on voit les plantes, la façon dont elles poussent,
Ici, on a des plantes qui ont, on voit beaucoup l'état de santé, par exemple, à la consistance et à l'aspect des feuilles. Vous allez voir si vous avez une One Cup, par exemple, que vous prenez de l'eau plasma, vous arrosez votre plante avec de l'eau normale plus quelques gouttes d'eau plasma, eh bien, vous allez voir vos plantes qui vont vraiment euh, avoir une santé extraordinaire. Alors, il y a un point de repère qui est fabuleux, c'est le relief. Par exemple, vous prenez une feuille de menthe, vous savez qu'elle est très nervurée, cette feuille de menthe, et ces nervures sont vraiment exacerbées par le fait qu'elle a absorbé cette eau. Hein. Et puis, vous avez par exemple une feuille de laurier, et bien vous allez voir que la feuille de laurier, elle est très très luisante sur le dessus, c'est-à-dire elle a un épiderme qui est en pleine santé. Voilà. Donc, cette histoire de Gans, c'est quand même la porte d'entrée. Après, on se dit, mais on peut vraiment faire des choses merveilleuses. Et c'est le cas, vraiment. Quand vous connaîtrez, je dis pas complètement parce que ça, personne ne connaît complètement, à part peut-être Monsieur Kesh, mais nous, on connaît pas du tout complètement toutes les arcanes des Gans, hein, mais quand vous avancerez, vous serez émerveillé, j'en suis sûr. Alors n'oubliez pas que en plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des états qui évoluent, hein, eh bien on a automatiquement les ordres de grandeur qui suivent, c'est-à-dire on a des coefficients multiplicateurs au niveau de l'énergie. Alors je le redis pour ceux qui font des stylos ancien style ou qui font du nanocotage. Faites du nanocotage, si vous le voulez bien, à la soude. Vous n'avez pas besoin de faire un nanocotage à la soude chaude où vous risquez de vous brûler ou de vous détériorer la peau ou même les yeux, malheureusement. Hein. Faites un nanocotage à l'eau froide hein, et ça marchera très très bien et vous aurez un ordre de grandeur qui sera décuplé. Joël, c'est Claude. Par Ouais. contre, ça prend du temps parce que ça fait bientôt 15 jours que j'ai mis les bobines dans de la soude et elles sont pas encore noires. Alors, est-ce qu'il faut attendre qu'elles soient Non, vraiment noires? mais, Claude, là, je pense que il faut que tu les sortes là. Tu les sors et tu les mets dans un bocal. Dans ce bocal, tu mets des bouchons de bouteilles en plastique pour éviter que justement tes pièces soient au fond du bocal et coulent avec le reste en dessous de qu'il y a. Tu vois qu'elles soient légèrement surélevées. Tu les mets dans un bocal, tu les fermes bien et tu les mets au soleil. D'accord. Et là, ça va marcher. D'accord, c'est après que ça marche parce que là, effectivement, Ah ça, oui, oui. ça a Mais noirci, là, mais pas beaucoup, quoi. là, oui, elles ont changé de couleur, mais là, fais-le, hein, fais-le vraiment. Hein. D'accord. Tu mets toutes tes pièces dans un bocal. Tu fermes bien parce que je sais pas si tu as un jardin ou pas. Oui, oui. Si tu as un jardin, tu les mets en plein soleil, à l'abri du vent, si possible, pour que vraiment ça chauffe et que ça te crée un petit peu cette ambiance de caustique, justement chaud, pour que ça crée les couches et tu vas voir en quelques heures, tu vas être émerveillé. D'accord. Non, je faisais une confusion parce que je pensais que c'était la soude qui Non, crée non, non, la couche. non, En fin de non, compte, non, c'est un non, non. précurseur. Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Merci. De rien. Et Joël, Ouais. il faut tremper les bobines ou les plaques dans la soude froide. Il faut bien les tremper, c'est bien ça? Oui, trempé, complètement immergé. D'accord. Et quand tu les sors, tu les rinces pas. Je ne les égoutte, on ne les égoutte même pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours D'accord. de la soude dessus, on les accroche ou on les pose. Enfin, moi, il y a des moments où je les accroche hein, parce que bon, j'ai besoin de les accrocher. Et puis autrement, on peut les poser à condition qu'il y ait des bouchons au fond du bocal Oui, pour oui. éviter qu'elles trempouillent dans la soude. Parce que là où elles trempouillent, elles ne seront pas revêtues comme il faut. D'accord. Et Voilà. après, tu vois que c'est noir, donc ça se termine. Et après, tu peux les garder sous vide pour des préparations. Après il faut les laver là. Hein. Il faut enlever la Après, soude. il Hein. faut les laver. D'accord. Ok. Oui. Merci On beaucoup. en reparlera tout à l'heure de tout ça. Hein. Si vous voulez me poser des questions Merci. pratiques, je vais finir mon exposé. Après, on peut en parler autant de temps que vous voulez. Merci, Joël. De rien. Donc, tout ça, vous le connaissez. C'est très important. Très, très important. On en a déjà parlé. Le plus fort nourrit le plus faible.
l'état énergétique, eh bien, il est modifié. Alors, ça aussi, quand, par exemple, dans les magraves, on a ce qu'on appelle, enfin, moi, je suis contre ce terme, mais je suis bien obligé de le prononcer, mais on appelle ça des condensateurs. Quand on a des condensateurs, c'est-à-dire qu'on a une petite structure qui est nano-revêtue et qui influe par diverses actions sur un gans qui est maintenu dans un petit réservoir. Et dans ce petit réservoir, on a aussi une tige qui ressort et qui est nanocotée. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nano va prendre l'énergie, il y a une énergie qui circule entre le nano et le gans, le premier nano qui est autour, et puis ensuite entre le gans et le nano du fil qui ressort. Et bien là, bien sûr, on modifie l'état énergétique, puisqu'on passe d'un ordre de grandeur supérieur à un ordre de grandeur inférieur. Donc, il faut penser à ça quand vous faites des conceptions, c'est-à-dire quand vous créez des magraves pour faire de l'énergie, il faut vraiment penser à ça. Peut-être qu'un jour ça vous arrivera et qu'on aura l'occasion de travailler ensemble, mais c'est très important. Il faut penser à tout ça. Et de toute façon, les transferts d'énergie, c'est un petit peu comme avec le pH tout à l'heure. Vous vous souvenez que le pH, passer du pH de 1 au pH de 2, c'était beaucoup plus scabreux que de passer du pH de 13 à 14. Eh bien, là, c'est pareil, les transferts d'énergie, ils sont beaucoup plus énergisants quand on est dans les états plasmatiques, plutôt que dans les états matière. Et de toute façon, ce plasma-là, il est lié à l'éthique de l'univers. Pour finir, vous connaissez un petit peu ma formule, hein, E égale MC2, je vous en ai dit un petit peu plus ce soir. On en dira encore un petit peu plus plus tard. Et donc, on sait que tous ces champs, ils sont invisibles. Vous avez là une star formation des acides aminés. Mais bon, il faut quand même que vous ayez la connaissance de tout ça parce que, à notre avis, je parle au nom de la Fondation, hein, et je suis honoré de parler au nom de la Fondation. À notre avis, c'est indispensable que vous ayez cette connaissance-là, même si vous ne la pratiquez pas après. Mais je sais qu'il y en a qui sont déjà fans et qui font des gants. Donc, pensez que nous sommes dans le domaine public, vous pouvez vous associer à nous, il n'y a aucun problème. Hein. On a un traité de paix mondiale que M. Kesh doit échanger avec la science du plasma. Donc, cette science du plasma va quand même permettre d'apaiser toutes les querelles et tous les esprits un petit peu chagrins, pour pas dire autre chose, qu'il y a sur Terre, hein, justement avec les gans, parce que ces gans-là, on peut arriver à créer des dômes, et c'est pour ça que tous les dimanches, il y a cette pulvérisation de One Cup, hein, qui est, je vous le rappelle, une association de gans de CO2, CO et cuivre et carbone. Hein. Et donc, on fait ça tous les dimanches pour créer des dômes. Voilà. La leçon sur la moralité, bien sûr, n'a toujours pas été comprise. Ça n'a pas changé en quelques semaines. Hein. Vous savez que les échanges qu'il y a à l'heure actuelle, bien que ça commence à se manifester différemment, eh bien, ils sont toujours au profit de quelques personnes. Et puis, la majorité de la population de la Terre, malheureusement, doit subir ça. Et ce sont des niveaux d'énergie qui sont très bas parce que les personnes qui en profitent, eh bien, elles sont prêtes à tout pour justement continuer à en profiter. Et nous, on œuvre pour que justement il y ait cette bascule, tout comme le fait Monsieur Grabovoy et d'autres personnes. Je pense qu'on va tous y arriver parce qu'on est tous branchés dans la même voie. Et je suis heureux de voir que des gens du GG7 et de chez Grégory Grabovoy nous honorent de leur présence parce que nous sommes tous dans la même lignée. Et c'est parfait. Donc là, vous savez que les âmes transportent cette connaissance. Alors même si jusqu'à présent vous l'ignoriez, vous l'aviez quand même dans votre fort intérieur, hein.
Et là, j'estime que vous avez déjà fait un saut quantique, hein, parce que vous avez quand même manifesté par votre présence et votre chaleureuse présence une écoute qui nous va droit au cœur, y compris à Aviram et toute l'équipe, Jean-Sébastien bien sûr, hein, parce que nous avons besoin justement de répandre cette technologie, c'est très important. Hein. Quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde entier connaîtra enfin la paix universelle. Je crois que j'adore cette petite colombe et puis ce cœur et surtout la phrase qu'il y a au-dessous et que je n'arrête pas de répéter. La semaine prochaine, on travaillera sur le futur du plasma. Alors j'ai quelques petites surprises à ce sujet. Là j'en ai terminé. Avant